Qui suis-je? Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme, grande, fin quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, expression de genre fluide. Et dans ma tête, aveu, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexe-ci. Posez-vous, respirez et écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, likez, disséminez, cotez, partagez. Merci. Épisode 36. L'histoire de Georges. Il avait commencé cette pratique à la suite d'une suggestion d'une partenaire intime qu'il fréquenta à la fin de sa vingtaine. Elle lui avait parlé de cet objet, lui expliquant qu'elle avait lu que ce pouvait être une voie vers un orgasme augmenté pour lui. Elle lui avait demandé de considérer d'essayer pour tenter cette expérience avec elle, ce qu'il avait fait, curieux. C'est ainsi qu'après s'être informé un peu à son tour, il s'était procuré sa première cage de chasteté. Il avait opté pour un objet en silicone cette fois-là, plus malléable et facile à porter pendant plusieurs jours qu'une en métal. L'idée, c'est que cette partenaire garderait la clé et libérerait son organe du plaisir seulement lors de leurs rencontres intimes, si elle le voulait. D'être privé d'autostimulation, contraint d'uriner assis et forcé à l'hypervigilance par cette orthèse dans son pantalon, lui plut beaucoup plus qu'il ne l'aurait cru. Il se surprit à attendre les moments partagés avec la détentrice de sa libération, avec une anticipation de plus en plus enivrante. Le jeu dura d'abord 2 semaines, et d'un commun accord fut prolongé jusqu'à environ 1 mois en tout. L'objet lui-même ne fut pas le modèle idéal, son ergonomie s'avérant déficiente. Le matériau était souple et facile à nettoyer, mais la cage, dont le mécanisme de support s'installait à la garde de sa verge plutôt que derrière ses couilles, tombait souvent. Quelque temps après cette expérience qui consolida leur lien, la connexion intime avec la keyholder prit fin, pour des raisons allant au-delà de leur volonté. Elle dut déménager de l'autre côté de l'océan, et bien qu'une partie du jeu fût en lien avec le contrôle de la sexualité du porteur, ils conclurent qu'il était irréaliste de maintenir cette dynamique, considérant qu'ils ne se reverraient peut-être que dans 1 an seulement. Force fut de constater, cependant, que bien qu'il vînt de goûter à sa seule expérience de chasteté masculine intentionnelle en tant que pratiquant de son existence, Georges avait eu la piqûre. Sa partenaire devenue inaccessible, la poursuite de ce jeu consensuel délicieux le devint également du même coup. D'ici, comment faire pour renouveler cette expérience positive pour lui, sans être jugé défavorablement par une future partenaire, sans être considéré comme un détraqué. Il entreprit sa quête via certaines applications de rencontres plus orientées dans ce genre de dynamique intime niche, par exemple Field, où les individus qui y affichent leur profil flirtent souvent avec les concepts touchant au fétichisme. Sur sa fiche, il inscrivit qu'il avait un peu d'expérience avec celui de la chasteté masculine contrôlée et qu'il se cherchait une nouvelle gardienne de la clé du dispositif, limitant son rapport à son propre plaisir sexuel. Mais les matchs furent rares et quand ils survenaient, la chimie des personnalités n'était finalement pas au rendez-vous. Bien sûr, il explora l'univers FetLife, ce service de réseautage social en ligne qui connecte entre eux des praticiens du BDSM et d'autres fétichistes. Des communications intéressantes s'ensuivirent, mais rien de concret en naquit. Georges en vint à accepter que ce qu'il avait vécu avec cette partenaire initiatrice fut une opportunité précieuse et peut-être unique. Ce sentiment de déception passé, il réalisa, à force de poursuivre ses lectures sur le sujet, qu'il pouvait très bien lui-même être son propre keyholder pendant cette phase sans partenaire de jeu. Le port de la cage de chasteté pouvait être un choix solo,
pour brider le débit de la sexualité en quelque sorte, imposer une certaine discipline. Il pouvait très bien déterminer à quel moment s'offrir de l'autoplaisir, en se libérant pour se féliciter d'avoir tenu bon face à ses pulsions, et ainsi apprécier les sensations de ses caresses manuelles sur son sexe de manière exponentielle, jusqu'à exploser d'un orgasme tant mérité. De s'imposer ses règles à suivre, cette ligne directrice à respecter, cet équilibre à maintenir au quotidien, lui apportait une force mentale et un focus qui le grisait. Il s'était procuré une cage en acier inoxydable pour cette nouvelle phase exploratoire de son fétichisme. L'objet ne compressait pas son pénis, chose très importante pour assurer une bonne santé de son organe, qui malgré tout n'avait définitivement pas assez d'espace pour se gorger de sang jusqu'à l'érection. La cage se fermait grâce à un système de barrure installé sur un anneau qui prenait place derrière ses couilles, s'appuyant contre son pubis. L'objet plus lourd que le précédent qu'il avait porté devait être soutenu par un caleçon confortable, ce qui s'avéra difficile à trouver. Il dut faire l'essai du port de plusieurs modèles avant de trouver celui qui allait supporter ses bourses coincées et sa verge encagée. Et puis, il dénicha ce qui s'avéra être le parfait boxer pour pratiquer l'abstinence au quotidien. S'ensuivit la recherche du parfait pantalon maintenant. Pas trop serré pour ne pas révéler à tout un chacun son désir marginal, taille assez haute pour ne pas compresser la zone pubienne, entrejambe assez bas pour permettre à l'objet rigide de prendre son espace selon sa forme, dans cette zone cruciale au confort, tissu souple et épais. Là encore, il trouva, et une fois tous ses paramètres maîtrisés, il put commencer à récolter la détente du plaisir en continu procuré. Secrètement cependant, il continuait à espérer rencontrer cette partenaire qui voudrait profiter de son état d'homme privé, de l'impérialité de son érection. En effet, avec la seule femme avec qui il avait partagé cette complicité si particulière d'expérimenter cette chasteté, induite par la cage dont elle contrôlait le port et le retrait, il avait constaté que les avantages intimes et sexuels avaient été nombreux. Dans l'impossibilité de bander pour pratiquer la masturbation, la réceptivité du sexe oral ou le sexe pénétratif librement, afin de soulager une envie née d'une excitation, il avait découvert le plaisir du edging, ce fait de surfer la vague de cette pulsion sans jamais arriver à sa fin, de la maintenir en plateau en quelque sorte, et carburer, empli par cette énergie, même après une session intime. Aussi, d'être brimé de l'aspect réflexogène d'une érection voulant qu'elle naisse d'une stimulation physique, lui fit développer un tout nouveau rapport à l'aspect psychogène de l'échauffement sexuel, ce fait psychique, ce build-up entre ses deux oreilles. Et puis, il y avait ces autres parties de son corps qui s'étaient allumées, les unes après les autres, lui semblait-il, à défaut d'être obnubilées seulement par ce réflexe érectile de son membre viril, ses oreilles, ses lèvres, ses mamelons, son anus, l'intérieur de ses cuisses même, son cou, chaque effleurement sensuel fut si chargé pendant cette période d'abstinence forcée, ses sens précipités dans une avide fébrilité de se faire solliciter, qu'il eut presque l'impression de perdre à nouveau sa virginité. De cette pratique s'ensuivit également l'évidence que de caresser et d'explorer le corps de sa partenaire lui fut une expérience absolument fascinante. N'étant plus hypnotisé par le but d'obtenir son propre soulagement jouissif, n'étant plus obsédé dans l'instant, aveuglé par son besoin urgent, il pouvait prendre son temps et s'attarder aux besoins de sa partenaire avec beaucoup plus d'attention et d'engagement. Il découvrit comment la faire jouir d'abord et avant tout, comment la faire exploser de satisfaction par une stimulation maîtrisée de son clitoris. Et il découvrit comment que de découvrir cela décupla l'enthousiasme de sa partenaire à partager de l'intimité avec lui. Quand son excitation à elle culminait au-delà de son climax exprimé et qu'elle voulait le sentir dans elle et qu'elle le libérait, quel honneur que c'était que de pouvoir la prendre dans ce moment de désir brut,
Quel bonheur que de glisser dans son sexe humide et contracté. Quelle sensation intensifiée et accrue. À tous les jours, il avait ce rappel de son choix d'autocontrôle de sa sexualité. Il avait cette impression de discipline qui vient parfois avec une voie spirituelle empruntée ou une diète suivie à la lettre. Le métal de la cage, sa rigidité, sa fraîcheur sur sa peau, il l'aimait. Il le remerciait même, intérieurement, de l'aider à maintenir le cap vers l'expression d'une sexualité qui lui ressemblait davantage. N'ayant pas de partenaire déterminant quand se soulager par orgasme, il jouait ce rôle lui-même en s'étant fixé que tous les 2 samedis, il pouvait s'octroyer quelques heures sans que son sexe ne soit confiné. Ce calendrier spartiate lui convint pendant de longs mois. Et puis, l'envie d'une intimité partagée refit surface avec assez d'insistance qu'il décida de participer à une soirée réunissant des Kingsters dans un donjon. Du réel lui ferait du bien, comparativement aux outils virtuels. Et de fait, le soir venu, il fut profondément heureux de pouvoir déambuler parmi les autres participants en arborant que sa seule cage de chasteté. Ce geste d'affirmation suffisait pour rendre ce moment mémorable et satisfaisant. Il remarqua une femme qui semblait accompagner un couple et, à ce stade-ci, observer le déroulement de la soirée plus qu'il n'y participait. Elle le remarqua aussi et lui signifia en hochant sa tête respectueusement. Georges en eut la chair de poule. Encore une fois, son corps d'être humain, devenu un terrain de jeu entier, lui faisait ressentir la subtilité d'une sensation qui lui aurait sûrement échappé avant cette pratique de contrainte de ce phallus si longtemps souverain, sensoriellement parlant. Georges maintenut son attention sur elle, en retrait. À un moment, la femme de son intérêt codomina l'homme de la paire, en collaborant avec l'autre femme pour offrir aux soumis une session d'impact play. Elles commencèrent le jeu avec le réchauffement de la peau du cul du soumis, à coups de fessées réalisés avec leurs paumes ouvertes d'abord, puis les lanières de cuir de leurs martinets. Une fois la zone préparée, elles poursuivirent avec la précision impitoyable des cannes de divers matériaux, des naturels, des synthétiques. Georges s'était rapproché de la scène, comme d'autres curieux d'ailleurs. La femme qu'il avait remarquée se tenait debout, badine de bambou à la main, laissant à l'autre dominatrice l'espace nécessaire afin qu'elle exécute ses gestes vifs. Et puis, à sa grande surprise, elle l'interpella, lui, en lui demandant de venir à elle. L'autre femme comprit qu'elle venait de perdre sa collègue et respecta le changement de dynamique sans sourciller. La femme demanda à Georges s'il avait déjà reçu une bonne correction. Non, madame. Avec toutes ses lectures, il connaissait la base des jeux consensuels, cette manière d'adresser une dominatrice en contexte de jeu. Eh bien, apparemment que c'est ton jour de chance. Dès lors, ce pratiquant de la chasteté masculine contrôlée vécut une nouvelle expérience sensorielle qui allait chambouler son existence pour des années à venir. Éléonore. Ayant consacré tout un épisode à l'organe du pur plaisir retrouvé sur un corps d'un être né femme, le clitoris, l'épisode précédant celui en cours, quand est venu le temps de reprendre mon cycle de production avec un nouveau sujet, celui du pénis s'est gentiment imposé en me soufflant à la créativité de maintenant me pencher sur l'organe du plaisir retrouvé sur un corps d'un être né homme, de m'y intéresser sous des angles que je n'ai jamais explorés. Me pencher sur l'organe du plaisir retrouvé sur un corps d'un être né homme, de m'y intéresser sous des angles que je n'ai jamais explorés. De beaux jeux de mots non intentionnels, même si, bien sûr que j'en ferai mention, de pénis sur lequel je me suis penché
pour les porter à ma bouche, par exemple, de pénis auxquels je me suis assez intéressée sous des angles différents pour mieux apprendre à les stimuler. Comme je l'ai déjà mentionné dans au moins un épisode antérieur, travailler à mon projet balado, c'est toujours découvrir. Mon contenu, il me stimule la matière grise d'abord et avant tout. Et s'il provoque le même effet pour vous, joie de contribuer de mon mieux dans ce monde sursaturé d'informations à gober, à sélectionner. Mais ce sujet, celui de l'organe du plaisir d'un être né homme, le pénis, il est du genre que tout le monde connaît, mais chacun un peu pour ses propres raisons, pour son propre rapport à lui, ce morceau d'anatomie humaine. Si des articles existent à son propos, ils se retrouvent dans des revues scientifiques d'abord et migrent parfois ensuite dans les revues de divertissement, de mode ou de santé, ciblant un public masculin, tels que Men's Health, GQ, Esquire, ces classiques du continent américain qui ont exporté leurs concepts un peu partout dans le monde. Dans les revues de divertissement de mode et de santé ciblant un public féminin également remarqué, dans les Elle, les Vogue, les Madame Figaro. Justement, débutons la découverte de certains angles de ce sujet qu'est l'organe du plaisir et de la reproduction pour l'être né homme par un article rapportant les propos de la sexologue Esther Perel, retrouvée dans ce dernier cité, le Madame Figaro. Esther Perel est une papesse du fait intime qui pratique en tant que psychothérapeute depuis plus de 30 ans. À l'origine, cette Belge, née de parents ayant survécu l'Holocauste, qui est tombée en amour avec New York au début de son âge adulte, a étudié la psychologie, la littérature, l'identité culturelle et religieuse, pour ensuite aider des couples en tant que détentrice d'un master's degree in expressive arts therapy et d'un postgraduate training in family therapy. En 2006, elle publie le livre Mating in Captivity, Unlocking Erotic Intelligence, qui la propulse au statut de conseillère internationale du fait sexuel et relationnel, une sommité. L'article tiré du magazine Madame Figaro fut publié le 20 septembre 2019. Même s'il date de 7 ans, les propos qui y sont rapportés sont de l'ordre de l'intemporel. Son titre est une citation d'Esther Perel. L'homme vit sous le règne de son pénis. Tiens, cette affirmation se rapproche d'une motivation de Georges de ma fiction face à la pratique de l'abstinence forcée qu'il choisit, vivre cet état d'homme privé de l'impérialité de son érection. Voici un extrait de cet article, une autre citation de Perel, plus étoffée celle-ci, ouvrir les guillemets. Lors d'une émission australienne, une dame m'a demandé quoi faire avec son mari impuissant. Mais tout était dans la question. On sentait bien que toute l'industrie du couple était occupée à ce que ce pénis soit enfin obéissant et fasse ce qu'on attend de lui. 1 minute. Cet homme n'a-t-il pas des mains? N'a-t-il pas une peau, des cheveux, un sourire, des yeux? On fait l'amour avec 1000 choses. C'est quoi cette histoire? C'est le pénis qui décide ou c'est l'être humain? Voilà ce qui doit changer dans la sexualité masculine. Et aussi cette idée, fausse, que la sexualité féminine est psychologique, subjective, multidimensionnelle, contextuelle, en opposition à une sexualité masculine qui serait naturelle, automatique, avec un pénis toujours présent, toujours prêt, cherchant juste la prise. La sexualité masculine est tout sauf simple. Elle est aussi très psychologique. Fermez les guillemets. En 2013, je marchais avec un être né homme qui était un individu pour qui j'avais beaucoup de désir. Et cela était clair entre nous, que nous partagions une connexion de confidence et de tension érotique. C'est le premier être né homme qui me dit clairement ceci. Être un homme, c'est de vivre constamment avec cette pression de livrer la marchandise, cette pression de bander sur commande. Si notre sexe ne répond pas à ce réflexe physique, notre partenaire le prend comme une preuve fatale d'une absence de désir, ce qui n'est pas du tout la seule possibilité d'une explication à ce que mon sexe ne bande pas. Cette affirmation m'a fait réfléchir et de fait, moi qui étais déjà heureuse d'être un être né femme, heureuse de ce corps qui me permettait de ressentir les plaisirs intimes comme je les ressentais, j'ai remercié la vie dans cet instant
de ne pas avoir cette pression induite par cette expectative anatomique qui vient avec ce membre érectile et appendice qu'est le pénis. Moi, si mon clitoris ne bande pas pendant un rapport sexuel, bof, c'est ni vu ni connu, et je prendrai mon pied autrement. Et si mon sexe d'être né femme ne mouille pas, bah, salive ou lubrifiant. Les êtres nés femmes ne vivent pas sous le règne de leur sexe, sous cette pression, comme les êtres nés hommes. C'est un fait physique, et par conséquent, c'est un fait psychologique. Remarquez, si mon sexe ne mouille pas pendant que je suis en contexte d'intimité sensuelle et sexuelle, c'est que quelque chose ne va pas. Ce signe physiologique sur mon corps, il est très révélateur de mon manque de désir à participer à ce moment de tout cœur, de tout corps. Cela étant dit, je sais que pour certains êtres nés femmes, la sécheresse vaginale est un problème fréquent et réel, et que, bien qu'il survienne principalement autour de la ménopause, donc entre 45 et 55 ans, en raison de la baisse d'estrogène, elle peut toucher les femmes de tous âges en raison de facteurs comme la périménopause, la grossesse, l'allaitement, les contraceptifs hormonaux, le stress ou certains traitements médicaux. L'intelligence artificielle de Google ajoute et confirme que la production de cyprine, ce lubrifiant vaginal naturel, est un signe physiologique majeur de l'excitation sexuelle chez les femmes, résultant d'un afflux sanguin accru dans la zone pelvienne. Si la production de cyprine est une réponse normale à l'excitation, une absence de celle-ci peut indiquer une sécheresse vaginale. Dans ma fiction, j'ai présenté ceci à propos du ressenti de Georges, ce fétichiste de la chasteté masculine contrôlée. D'être brimé de l'aspect réflexogène d'une érection voulant qu'elle naisse d'une stimulation physique, lui fit développer un tout nouveau rapport à l'aspect psychogène de l'échauffement sexuel, ce fait psychique, ce build-up entre ses deux oreilles. La mouille produite par un corps d'être né femme, elle naît également soit d'une réponse réflexogène, si le clitoris est bien caressé par exemple, soit d'une réponse psychogène, si le désir et l'excitation sont éveillés. Mais let's be honest, chers humains de cette planète, n'est-ce pas qu'une relation intime, sensuelle et sexuelle est bien meilleure lorsque nos anatomies répondent présentes grâce à un subtil mélange des deux aspects, celui réflexogène, donc celui plus physiologique, et celui psychogène, celui relié à ce qui se passe entre nos deux oreilles dans cet instant de partage intime. Certains utiliseraient l'expression « l'œuf ou la poule ». Est-ce qu'un être né femme mouille parce qu'elle est stimulée visuellement, frappée par la beauté d'un être qui éveille son désir, ou peut-être stimulée manuellement, caressée de manière adroite par un individu partenaire intime, ou est-ce que son sexe se gorge de sang pour ainsi produire cette lubrification naturelle parce qu'elle se sent bien dans cet instant intime, en confiance et confiante? Pareillement, est-ce qu'un être né homme bande parce qu'il est stimulé visuellement, frappé par la beauté d'un être qui éveille son désir, ou peut-être stimulé manuellement, caressé de manière adroite par un individu partenaire intime, ou est-ce que son sexe se gorge de sang pour ainsi maintenir cette érection parce qu'il se sent bien dans cet instant intime, en confiance et confiant? L'œuf ou la poule? Certains d'entre vous me répondraient peut-être qu'idéalement, il faut un peu des deux. L'éveil du désir par le visuel et les caresses, et le sentiment de bien-être et de confiance. Bingo! Cependant qu'ici, le mot clé est « idéalement ». Parce que parfois, le désir n'est pas éveillé à pleine vapeur et que, bien qu'on se sente bien avec la personne avec qui nous partageons le moment intime, nos corps d'humains ne répondent pas comme ils le devraient pour démontrer plus que le bien-être, pour démontrer ce désir qu'idéalement, il faudrait exprimer à notre partenaire par cette preuve fatale physique. La mouille d'un corps d'un être né femme, elle se reproduit avec un lubrifiant. Et s'il vous plaît, utilisez-en un de belle et bonne qualité pour ces muqueuses si précieuses. Mais la bandaison d'un corps d'un être né homme, elle ne se reproduit pas. Ou peut-être que si. N'est-ce pas que les jouets sexuels de forme phallique peuvent prendre le pas quand la réponse physiologique d'un être né homme n'est pas atteinte? Oui, bien sûr que oui.
Et en plus, Esther Perel l'a dit, souvenez-vous, 1 minute, cet homme n'a-t-il pas des mains, n'a-t-il pas une peau, des cheveux, un sourire, des yeux? On fait l'amour avec 1000 choses. Alors, pourquoi toute cette pression portée sur un pénis en érection? Très simplement, une piste serait que, tristement, la plupart des êtres humains décriraient une relation sexuelle complète comme étant celle unissant deux êtres nus, un être né femme et un être né homme, l'être né femme se faisant pénétrer le vagin par le pénis bandé de l'être né homme. Et cette relation sexuelle ne serait vraiment que complétée que lorsque l'être né homme parviendrait à son orgasme, cette éjaculation. Dans mon épisode précédent, j'ai expliqué comment notre humanité en est venue à transformer la sexualité humaine en tâche reproductive pour tenter de l'encadrer. Et remarquez le mot que je choisis ici, sexualité. Vous me connaissez? J'aime les définitions. Le Robert en ligne propose celle selon la biologie. Caractère de ce qui est sexué, ensemble des caractères propres à chaque sexe, qui aurait pour synonyme et pour sens génitalité. Et puis, une seconde définition. Ensemble des comportements relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel. Et pour elle, qui a comme sens désir, quelques synonymes aussi, érotisme, libido, sens, sensualité, chair. N'est-ce pas que ces deux sens, ils ressemblent un peu aux deux aspects évoqués juste avant, cet aspect physiologique, la génitalité donc, et l'aspect psychologique, ce sentiment de bien-être entre nos deux oreilles, né de l'abstraction qui vient avec l'érotisme. Poursuivons. L'espèce humaine, sa santé globale, est guidée par l'Organisation mondiale de la santé, connue aussi sous l'acronyme OMS. L'OMS compte 194 États membres, dont le Canada, la France, mais aussi l'Eswatini et le Niue, représentant presque tous les territoires de notre planète. Sur son site Internet, on peut lire que la définition pratique de la sexualité est la suivante. Ouvrir les guillemets. Un aspect central de l'être humain tout au long de la vie, qui englobe le sexe, les identités de genre et les rôles y afférents, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. La sexualité est vécue et exprimée sous forme de pensées, de fantasmes, de désirs, de croyances, d'attitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles et de relations. La sexualité regroupe ainsi de nombreuses dimensions, mais chaque personne ne ressent pas ou ne vit pas nécessairement chacune d'entre elles. La sexualité est influencée par l'interaction de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, juridiques, historiques, religieux et spirituels. Fermez les guillemets. Intense. En résumé, la sexualité est bien autre chose qu'un pénis qui éjacule dans un vagin. La sexualité, ce sont ces 1000 choses évoquées par Esther Perel, cette papesse de l'intimité qui nous intime d'y avoir recours à ces 1000 choses pour faire l'amour, plutôt qu'à ce seul appendice masculin érigé, le pénis en érection. Et permettez-moi ce pléonasme, à l'impérialité de son règne. Il est grandement temps pour notre humanité de se libérer de la pression que provoque cette exigence de l'érection, cette érection qui doit mener à l'explosion, à l'éjaculation, ultime justification pour la reproduction. Quand deux humains s'engagent dans la sexualité, le faire pour se reproduire n'est pas le but à tout coup, loin de là. S'engager dans la sexualité, c'est aussi récolter tout le bien-être d'un lien de confiance avec nous-mêmes et avec l'être partenaire. Lien de confiance. Je me souviens de moments où l'être né homme qui m'accompagnait dans un moment intime n'a pas pu bander. Je pense à plusieurs hommes, à différents moments de ma vie, d'âges différents, eux, pas seulement des hommes vieillissants. Parce que comme pour la sécheresse vaginale, que plusieurs n'associent seulement qu'avec la ménopause et qui peut pourtant atteindre et incommoder des femmes plus jeunes que 45 ans, les dysfonctions érectiles n'affectent pas seulement les hommes de 50 ans et plus.
Comme pour les êtres nés femmes, le stress, le tabagisme, des conditions médicales sont tous des facteurs nocifs. Mais chez les jeunes hommes, la consommation de pornographie aussi et la consommation de drogue ou d'alcool peut provoquer la dysfonction érectile. Et soyons clairs, la dysfonction érectile, selon le manuel Merck, version pour le grand public, est l'incapacité à atteindre ou maintenir une érection satisfaisante en vue d'un rapport sexuel. Donc, pas de pénis bandé ou assez bandé pour pénétrer un vagin. Ce genre de définition entretient encore et toujours cette vision réductrice de la sexualité, aux membres virils bien durs dans la chatte docile et passive, réceptrice de cet organe masculin répondant au doigt et à l'œil. Tristesse que ce cercle vicieux. Alors, pression. Je l'ai dit, en tant qu'être né femme, si je ne mouille pas, allez hop, lubrifiant de belle et bonne qualité. Mais pour un être né homme qui souffre de dysfonction érectile, quelles sont ses alternatives pour rétablir ce manque à gagner, pour retrouver la dureté de son membre viril? Eh bien, parce que notre espèce a accordé beaucoup d'énergie et de réflexion dans l'atteinte de l'orgasme masculin, prétextant que c'était pour assurer la reproduction de notre collectivité, des alternatives, il y en a une et une autre. Il y a des dispositifs mécaniques, comme des anneaux de constriction, aussi appelés anneaux péniens ou cock ring, installés à la base du pénis pour l'aider à soutenir l'effet de bandaison en favorisant l'engorgement sanguin. Un être né homme peut également pousser un peu plus loin le stratagème en combinant le port de l'anneau avec un dispositif d'aspiration qui va pomper le pénis mécaniquement pour provoquer l'afflux sanguin, qui sera ensuite maintenu avec l'installation du ring à la base de la verge. Il y a des médicaments, ces fameux inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, dont l'acronyme IPDE5 est utilisé dans le monde médical pour les désigner. La phosphodiesterase est une enzyme essentielle qui régule les fonctions cellulaires en dégradant les messagers secondaires, l'AMPC et le GMPC. Elle contrôle des processus tels que la contraction cardiaque, la vasodilatation et l'inflammation. Les médicaments miraculeux que sont les inhibiteurs de cette enzyme sont le sildenafil, aussi connu sous le populaire nom de Viagra, le tadalafil, aussi connu sous le nom de Cialis, l'avanafil, connu comme Spedra, et le vardenafil, connu comme Levitra. Ils bloquent tous la dégradation du GMPC en augmentant sa concentration dans le corps d'un être né homme, favorisant ainsi la relaxation des vaisseaux sanguins et facilitant l'érection. Ah, mais petite note importante à son sujet. L'intelligence artificielle recommande ce conseil. Une stimulation sexuelle est nécessaire pour que le médicament soit efficace, sans pour autant préciser si cette stimulation sexuelle doit être d'ordre physiologique, excitation éveillée par le visuel désirable et ou des caresses à droite, ou d'ordre psychologique, ce qui se passe entre nos deux oreilles, cet érotisme qui attise notre bien-être dans cet instant. Ces IPDE5 sont les médicaments oraux qui ont tous leurs propres caractéristiques de performance. Mais il y a également le traitement par voie transurétrale, qui consiste à insérer un minuscule suppositoire ou une crème dans l'urètre au moyen d'un applicateur pour provoquer le relâchement des muscles du pénis, ce qui augmente la quantité de sang affluent dans le tissu érectile. Et il y a les médicaments auto-injectés par l'être né homme, qui manipule lui-même une fiole et une seringue pour aller acheminer la médication directement au corps caverneux de son pénis. Il y a la thérapie, psychothérapie, sexothérapie, qui cible l'anxiété de performance, le stress, les problèmes relationnels ou les problèmes d'estime de soi liés à la dysfonction érectile. Et ou une thérapie par onde de choc, une procédure non invasive
qui consiste à avoir recours à des ondes sonores pour améliorer la circulation sanguine et réparer les tissus. Enfin, il y a la chirurgie de la dysfonction érectile pour des cas de dernier recours. Sur un site Internet d'une clinique médicale ayant plusieurs succursales et fondée par le premier urologue du Québec à se lancer dans une telle pratique privée, nous retrouvons ces informations détaillées. Ouvrir les guillemets. L'implant pénien est une option de traitement efficace pour les hommes présentant des symptômes d'une dysfonction érectile sévère et irréversible. L'implant pénien peut aider les hommes qui ont de la difficulté à obtenir ou à maintenir une érection, ainsi que ceux qui ne peuvent pas du tout obtenir d'érection. Il peut également aider les hommes dont les érections ne sont pas assez fermes pour une activité sexuelle. Les hommes avec un implant peuvent avoir une érection à tout moment et la maintenir le temps qu'ils le veulent sans l'utilisation de médicaments ou d'un appareil externe, ce qui permet une plus grande spontanéité. Fermez les guillemets. Il y a 3 types d'implants péniens et toujours selon les informations retrouvées sur le site Internet des cliniques Marois, l'implant pénien gonflable en 3 parties serait le dispositif interne le plus efficace. 2 cylindres gonflables situés à l'intérieur de l'arbre du pénis, une pompe dans le scrotum et un réservoir d'eau placé dans la région inguinale, communément appelée N. Cet être né homme, que j'ai déjà mentionné dans mon projet, celui qui m'avait demandé en mariage, tout en étant déjà marié lui-même, il souffrait de dysfonction érectile. Bien que je me fusse déjà retrouvé en situation d'intimité avec des êtres nés hommes qui peinaient à obtenir et ou maintenir une érection pour différentes raisons, ce fut ma seule relation à plus long terme avec un partenaire qui en souffrait. Parce que oui, même si cet individu de 53 ans avait accepté son sort de porteur de pénis ne répondant plus au doigt et à l'œil, littéralement, une souffrance de ne pas pouvoir profiter pleinement de sa mécanique anatomique sans béquille médicale pesait malgré tout. Pour notre sexualité, il avait recours au Levitra, un de ces fameux médicaments IPDE5. Quand il savait que nous irions sûrement au pieu sous peu, il s'enfilait un cachet. Il aimait me prendre également au milieu de la nuit, ces rares fois où nous partagions un lit, toutes ces heures de temps ensemble. Sachant son envie à combattre ainsi son insomnie, je lui donnais mon consentement à me pénétrer pendant mon sommeil avant de m'endormir. Là encore, s'il se réveillait, il s'enfilait un cachet et quand l'érection survenait dans l'heure qui suivait, il me caressait pour me tirer de ma torpeur, sachant comment me faire mouiller efficacement malgré mon endormissement, en me caressant le bouton de rose avec une délicieuse précision, et se glissait dans mon sexe humide, assez dur pour le faire. Notre sexe pénétratif n'a jamais excédé une demi-heure et durait en moyenne 15 minutes. La médication n'était pas assez forte pour contrer ses batailles intérieures, ses stress. Son rapport à l'intimité était déstabilisé quand nous nous sommes rencontrés. Son épouse l'avait souvent kink-shamé dans le passé, c'est-à-dire qu'elle lui avait signifié son manque de respect de sa personne parce qu'il était un praticien du BDSM et un fétichiste. C'est d'ailleurs ce qui nous a connectés, lui et moi, mon ouverture à accueillir cette dimension de lui. Ensemble, nous avions développé un lien de confiance qui nous a fait partager des jeux consensuels, du impact play surtout, pendant lesquels je le dominais. Il m'a offert aussi des ensembles de latex, amateur de ce textile particulier. Je lui ai fait découvrir le plaisir des escarpins que j'ai découvert moi-même pendant notre connexion pour ajouter un élément à nos jeux. Il y avait de la lingerie, du cuir, du PVC aussi. Mais nous avions également du vanilla sex, du sexe pendant lequel nos corps nus n'avaient besoin que de l'un et l'autre pour nous exciter, pour nous amener dans cette zone de plaisirs échangés et ressentis. La vie m'avait préparé à cette connexion par une autre connexion, celle avec l'être né femme que j'avais connu juste avant lui. Elle et moi, nous avons partagé une intimité physique pendant 2 ans qui m'a comblée.
Au travers ces 2 années, j'ai eu du sexe pénétratif avec des êtres nés hommes, toujours dans la transparence avec ma partenaire principale, et souvent avec elle en fait, dans une dynamique à 3. Mais ma sexualité de cette période, c'est avec elle que je la vivais principalement. Et souvent, elle et moi, nous faisions la blague que nous n'avions pas vraiment de sexe ensemble, parce que socialement, souvenez-vous, la plupart des êtres humains décriraient une relation sexuelle complète comme étant celle unissant 2 êtres nus, un être né femme et un être né homme, l'être né femme se faisant pénétrer le vagin par le pénis bandé de l'être né homme, et cette relation sexuelle ne serait vraiment que complétée que lorsque l'être né homme parviendrait à son orgasme, cette éjaculation. Nous faisions cette blague que notre intimité physique n'était pas du vrai sexe, surtout quand nous évoquions le terme que sa mère utilisait pour désigner notre connexion, friendship. Pour les parents de ma partenaire, j'étais une amie. Une amie qui se gorgeait de la cyprine de leur fille aussi souvent qu'elle le pouvait, je vous le garantis. Donc, quand je me suis retrouvée avec cet homme au sexe dysfonctionnel, nous avons fait ce que Esther Perel a déclaré à cette femme australienne qui se plaignait du sexe flasque de son époux. Nous avons transformé cet homme en porteur de main, en récepteur par l'ensemble de sa peau, de ses cheveux à caresser, de son sourire et de ses yeux verts, pour me faire craquer. On fait l'amour avec 1000 choses et nous avions également notre bonheur commun à explorer l'univers du BDSM. Mais je l'ai dit, la dysfonction érectile, elle peut également frapper les corps d'êtres nés hommes plus jeunes. Par exemple, je me souviens d'une situation où, pendant mes études collégiales, je m'étais liée en amitié avec un groupe d'êtres nés hommes, à force de discuter avec eux dans le vivoire de l'école entre 2 cours. Pour être honnête, plusieurs d'entre eux me plaisaient, physiquement, et un jour, je décidai d'inviter l'un d'eux chez moi, celui qui me plaisait le plus depuis quelques jours. J'avais 18 ans, j'habitais seul un petit loft chaleureux aux fenêtres aux vitraux. Il a accepté mon invitation, mais je crois qu'il n'a vraiment compris le but de cette invitation que lorsque nous nous sommes retrouvés seul à seul, lui et moi si non-binaire, même à cette époque où le terme n'était pas encore utilisé ni même connu socialement. I was one of the boys à l'école, mais là, chez moi, il a compris que j'étais un être né femme devant l'être né homme qu'il était. Et cette prise de conscience s'est confirmée quand je lui ai clairement formulé mon désir de me retrouver nu à nu avec lui. Il a paniqué, pas en paroles ni en gestes. C'est son sexe qui a écopé de toute cette panique, du choc, de ce stress de performer. Bien sûr, je ne l'ai pas forcé à quoi que ce soit. Quand je lui ai proposé de partager cette intimité physique, il fut consentant de tenter le coup. Mais quand nos vêtements sont tombés sur le plancher, quand il a vu ma féminité, sa masculinité a paniqué. Il s'est mis la pression de performer. I was one of the boys. S'il ne livrait pas la marchandise, qu'irais-je raconter à la table que nous occupions au vivoire demain? Mais bien sûr que ce n'était pas mon genre, ça ne l'a jamais été, et quand son sexe peina à bander, je l'ai rassuré. Je lui ai dit que tout allait bien, que nous pourrions réessayer un autre moment s'il en avait envie. Il n'en a jamais eu l'envie. Peut-être que dans sa tête, je fus associée à ce moment humiliant pour lui. Pas humiliant à cause de moi. Humiliant pour toute cette idée sociale qu'une relation sexuelle est complète quand elle est celle unissant 2 êtres nus, un être né homme et un être né femme. L'être né femme se faisant pénétrer le vagin par le pénis bandé de l'être né homme. Et cette relation sexuelle ne serait vraiment que complétée que lorsque l'être né homme parviendrait à son orgasme, cette éjaculation. J'avais moins d'expérience à cette époque, alors quand la bandaison n'est pas venue, je l'ai rassuré, mais je n'ai pas proposé des pratiques alternatives. Pour moi aussi, à cette époque, du début de mes expériences sexuelles, le sexe pénétratif avec éjaculation masculine comme point final était le point focal. Quelle tristesse que l'éducation sociale véhicule encore à ce jour ce type de message à propos de la sexualité, même après toutes ces connaissances humaines accumulées. La sexualité qui devrait être associée à l'idée de jouer, de créativité, de détente, de sécurité, de complicité,
nos peaux, terrains de découverte, nos cerveaux déclencheurs d'exploration physique consensuelle. La pression qui vient avec le pénis, c'est aussi cette crainte de ne pas avoir hérité d'un appendice désirable. Au-delà de sa capacité à se gorger de sang ou non pour l'obtention du maintien de la bandaison jusqu'à éjaculation, il y a toute cette pression d'être doté d'un sexe assez long, d'un sexe assez large, pour être apprécié par une partenaire née femme se faisant pénétrer par lui. Et là encore, des chirurgies existent pour augmenter sa longueur et ou sa circonférence. Remarquez, vous me direz que ce type de pression liée à l'esthétisme, les êtres nés femmes peuvent également la ressentir. La preuve, ces chirurgies pour modifier l'apparence des lèvres d'un sexe féminin. Les nymphoplasties qui réduit les petites lèvres à une taille plus socialement enviable, ou plutôt, devrais-je dire, à une taille plus porno, et la biaplastie qui au contraire augmente les parties désirées de la vulve, encore là pour se conformer à un esthétisme plus porno. Mais let's be honest, si les êtres nés femmes ne modifient pas leur sexe, dans l'un ou l'autre cas, leur clitoris peut encore et toujours leur procurer un voyage au nirvana par stimulation. Tandis que pour un homme qui n'est pas doté d'un sexe long et ou large, pression de trouver une partenaire qui appréciera à sa juste mesure, littéralement, ce sexe masculin assez pour accepter de l'accompagner dans ce voyage au nirvana par stimulation. Pression de garder dans le temps aussi cette partenaire qui devra se satisfaire de ce partenaire moins doté par la nature. Mais la bonne nouvelle, ô chers êtres nés hommes, qui ne se croient pas assez bien membrés comparativement à la moyenne, c'est que, comme on dit, chaque humain peut trouver chaussure à son pied, c'est-à-dire ce qui convient parfaitement à ses besoins, à ses attentes. Bien que je sois ce que l'on peut désigner comme étant une size queen, une expression signifiant que je peux recevoir un sexe d'un être né homme plus long et large que la moyenne dans mon vagin, j'ai entretenu des relations intimes avec des hommes au sexe de taille très moyenne parfois. Des hommes qui me stimulaient le cerveau d'abord et avant tout, qui avaient de l'écoute, qui avaient du care et du respect. Avoir un partenaire sexuel dont le physique ne répond pas à 100% à ce que nos corps sont capables de prendre, ça va dans les deux sens. Parfois, le problème, c'est aussi d'avoir un pénis trop volumineux, justement. Ça aussi, je l'ai entendu de partenaires nés hommes, heureux de tomber sur un être né femme comme moi, au vagin pouvant les prendre au complet. Ces êtres nés hommes dotés d'un sexe très volumineux m'ont raconté que souvent, ils ne peuvent glisser leurs membres virils au complet dans le passage vaginal de partenaires nés femmes, parce que leur sexe réceptacle n'est pas assez profond et ou spacieux pour les prendre sans douleur. Alors, ils ne peuvent aller au bout de leur mouvement de va-et-vient. Ces êtres nés hommes doivent manœuvrer avec retenue, minant conséquemment toute leur expérience de sexe pénétratif, devant maintenir un état de vigilance, ce qui est le contraire de se laisser aller, que nous souhaitons tous pour basculer dans le nirvana, dans le néant, dans l'abandon total. Si vous avez écouté plus d'un épisode de mon projet Balado, j'espère que vous avez compris que je suis une humaniste quand vient le temps de doctrine au sujet de notre collectivité, que je crois à l'évolution de notre espèce. Dans mon épisode 16, j'ai dit « Pourquoi faudrait-il que mon fils grandisse dans une société qui devient misandre, c'est-à-dire qui éprouve du mépris, voire de la haine pour le sexe masculin. Étant un être né femme, je sais que nos sociétés souffrent encore d'idées ancrées dans des centaines d'années de pratiques et de dynamiques toxiques. Autant les sociétés droguées par le carcan religieux que les sociétés emprisonnées par les politiques économiques. Je pourrais même dire que je les ai subies, ces idées, ces pratiques machistes, à plus d'une reprise, dans plus d'une situation, au cours de mon existence. Mais puisque je crois au pouvoir de nos capacités à changer le cours des choses, par chacun de nos gestes posés, par chacune de nos paroles prononcées, c'est ce que je m'efforce de faire depuis toujours, de contribuer à rétablir l'équilibre qu'il nous faut trouver
afin de réellement s'entraider, de réellement se contrebalancer par cette synergie humaine collective. Au-delà des genres, de l'âge, de l'ethnicité, de la classe sociale, des capacités physiques, des capacités psychologiques. Je crois aussi et surtout au pouvoir de l'intimité, à ce souffle qu'elle nous procure, à ce répit qu'elle insuffle dans nos vies essoufflées, dans nos existences au rythme effréné. D'où la motivation fondamentale de mon projet, de contribuer à la collectivité en tentant de vous inspirer un nouveau regard sur le fait intime, à propos de la place centrale qu'il occupe dans nos vies. Les humains ont la capacité extraordinaire de se découvrir par le toucher, de partager par les sens, de communiquer par le langage des corps. Ils ont l'opportunité de se régénérer par la nourriture d'un moment de rencontre sensuelle, de refaire le plein de cette énergie fontaine de jouvence. La sexualité humaine, c'est beaucoup plus qu'un pénis bandé qui pénètre un vagin pour y éjaculer afin d'assurer la reproduction de notre espèce. Il est grand temps de se transformer collectivement, de prendre un coup de maturité en tant qu'espèce, de prendre un coup de maturité en tant qu'humanité. Et pour cela, il faut commencer par en parler. Il faut que les êtres nés femmes et les êtres nés hommes apprennent à utiliser leurs mots pour expérimenter leurs désirs dans le respect, dans le consentement, dans la réciprocité, selon leurs besoins. Et si je vous dis tout cela, c'est que beaucoup de ce coup de maturité, il a un rapport avec le pénis. Il faut changer le narratif social à son propos. Il faut faire s'effondrer cette pyramide qui le place au sommet. Il faut arrêter d'en vouloir aux porteurs de pénis systématiquement. Arrêter de tous les mettre dans le même panier en criant « justice ». Ce trauma collectif qu'est le patriarcat, il ne s'effacera pas avec la haine. Ce trauma, c'est un geste d'amour à la fois, une parole bienveillante à la fois, que nous parviendrons à le mettre définitivement derrière nous, ensemble, les humains d'aujourd'hui. Il faut nous éduquer individuellement, à deux ensuite, une rencontre intime à la fois, tout à la fois que socialement. Il faut nous déprogrammer. Il faut construire un monde nouveau, réellement. Si les êtres nés femmes et les êtres nés hommes restent chacun dans leur coin, à penser leurs blessures, à se borner dans leurs perspectives, nous n'y arriverons pas. Il faut que nous trouvions tous ce courage de devenir l'humanité du futur, au présent. Cette humanité qui a tous les outils pour arriver à déboulonner les stéréotypes et les idées préconçues, les uns après les autres. S'éduquer par cette ouverture d'esprit qui nous fera nous écouter nos récits respectifs, les considérer, pour de là guérir par le pouvoir du plaisir, s'accueillir par les caresses, s'offrir par les orgasmes, ou non, ne plus nous mettre cette pression de l'éjaculation masculine, ne pas nous mettre non plus la pression de la jouissance féminine. Créer plutôt un climat de sécurité et de patience extatique, diffusant le concentré du climax en minutes qui deviendraient des heures à se découvrir continent de sensations, par des parenthèses dorées d'éternité. L'intelligence artificielle corrobore mon discours quand je lui inscris dans la barre de recherche la question suivante. Quelle est l'importance de l'intimité pour l'humanité? Ouvrir les guillemets. L'intimité est un pilier relationnel qui, lorsqu'il est partagé dans le respect et la communication, enrichit la vie individuelle et collective. Elle développe la capacité à partager ses vulnérabilités et à créer un lien de confiance profonde avec autrui. A contrario, le manque d'intimité dans les relations peut mener à des sentiments de solitude, de frustration, d'insécurité ou de faible estime de soi. Lorsque partagée sainement, elle renforce le lien social
en facilitant les interactions par une atténuation des tensions qui pourraient naître d'une exposition permanente à la collectivité. Fermez les guillemets. Dans mon existence, j'en ai vu des pénis, de toutes les tailles, dans tous les états, en érection dans les sex clubs, au repos à la plage nudiste. Des membres virils, bandés ou non, j'en ai porté à ma bouche, quand j'en ai eu envie et la possibilité. J'en ai observé sous plusieurs angles, lorsque j'en ai eu l'occasion et la curiosité. Des pénis, j'en ai senti dans moi, me fendant délicieusement, ou se perdant dans mon canal vaginal trop spacieux pour eux, dans ma bouche, dans mon cul sinon, au creux de ma main, entre les lèvres inondées de cyprine de ma vulve, à me glisser contre eux dans un mouvement houleux. Et toujours ces organes masculins du plaisir et de la reproduction, ils venaient avec un humain entier, un humain de chair et de pensée, un humain codé socialement, programmé. Les porteurs de pénis, ils portent le bagage de leur genre. Ce que je peux vous partager, c'est qu'avec ces pénis, j'ai témoigné d'insécurité autant que de narcissisme. Mais j'ai témoigné d'insécurité autant que de narcissisme en intimité avec des êtres nés femmes également. Mon humanisme, il s'est développé à force de rencontres humaines, à force de partage physique et de confidentialité psychique. Au cœur de chaque humain se trouve cette goutte de lumière unique qui doit apprendre à exister dans le véhicule de chair qu'elle a investi. Pour un être né homme, le pénis est souvent au centre de l'aspect physique de plusieurs préoccupations identitaires, ainsi que d'autres comme la musculature, la jawline, la chevelure, la grandeur. Pour un être né femme, plusieurs préoccupations identitaires liées au physique également, bien sûr. Le poids, la beauté des traits, la taille des seins, la cellulite et la pilosité à gérer. L'humain est un mélange d'estime de soi lié au physique et à l'approfondissement de sa richesse intérieure. L'humain est beaucoup plus qu'un pénis de bonne taille, bien bandé, beaucoup plus qu'un corps féminin désirable de la tête aux pieds. L'humain, c'est la vulnérabilité, mais c'est aussi le courage de changer les choses, un geste à la fois, une parole bienveillante à la fois. Chers auditeurs, j'ai pris une décision. Avec mon projet Balado, j'ai tenté de changer les choses, une parole bienveillante à la fois justement. Depuis janvier 2022, je n'ai pas cessé mon cycle de production, je n'ai pas pris de pause, même quand la vie m'était plus chargée en émotions et ou en événements. J'ai tenu bon. J'ai tenté de pondre avec le plus de positivisme un nouveau morceau de ce qui est devenu un tout, malgré que parfois ma vulnérabilité transparaissait. Je suis humaine, une goutte de lumière qui doit apprendre à exister dans le véhicule de chair que j'ai investi. Cela comporte son lot de défis. Mais je le réitère, l'intimité est une voie à une existence plus agréable. La sexualité est une célébration des sens. J'y crois encore. Je crois encore au fait que les humains peuvent changer ce monde par ce courage qu'il faut pour aimer. Pour l'heure, je boucle la boucle. Je ne sais pas si je reviendrai augmenter le tout qui est devenu mon projet créatif dans le futur. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce que je sais, c'est que mon intuition m'a soufflé soudainement que je pouvais tirer ma révérence. Merci d'avoir été là, jusque-là, quelque part, à tendre l'oreille, en espérant que ce que je vous ai proposé vous ait inspiré d'une quelconque manière. Soyez courageux dans ce monde. Soyez des guerriers pacifiques, comme l'a suggéré Dan Millman dans son œuvre du même nom. Choisissez l'amour, pas la guerre, à toutes les échelles, dans toutes les situations, par tous vos gestes, par toutes vos paroles. Merci.